saw it open up. Hello. Et salut à tous et salut à toutes. Vous êtes bien à l'écoute de l'émission 100% basket, 100% NBA Time Out. J'espère que vous allez bien. On est ensemble pendant une heure pour parler basket. Bien évidemment, pour revenir sur tout ce qui a fait débat ces derniers jours dans le monde de la NBA. On va parler bien évidemment, messieurs, des sélections All-Star Game qui ont lieu ce dimanche soir, ou encore des déclats de Kyrie Irving sur le changement de logo. On en parlera vite fait. Mais ce qui va nous intéresser pour le gros débat de cette semaine, c'est les déclats de LeBron James, qui a ouvert un débat sur les joueurs qui n'étaient pas respectés dans la ligue, les disrespect players. On va parler un petit peu de tout ça, voir ce qui est vrai, faux. On va essayer de démêler un petit peu cette notion qui est très importante dans le sport américain. On va voir aussi si Devin Booker et Damian Lillard, comme l'a dit le King, étaient vraiment des joueurs qui n'étaient pas respectés dans la ligue. Sans oublier, messieurs, cette semaine, les stats avancées. La stat avancée qui sera décryptée par notre cher Guillaume cette semaine. Ils sont avec moi pour une nouvelle émission. Ça fait plaisir de les retrouver. Théo Akar, Guillaume Pomade. Messieurs, comment ça va? On va commencer par toi. Guillaume, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Comment tu vas? Ça fait quelques temps, oui, j'ai eu des cours, puis une semaine de vacances. Je suis de retour pour vous bombarder de stats avancées. Ça va très bien pour ma part, et très heureux d'être avec vous. Et ça fait plaisir de te retrouver aussi. On fait tourner l'effectif. Effectivement, on peut se permettre d'avoir un effectif pléthorique comme ça. On garde les meilleurs pour chaque fois. Et puis, un des meilleurs aussi, il est là avec sa jolie casquette. Monsieur Théo Akar, comment tu vas, Théo? Écoute, très bien, très heureux de enfin retrouver Guillaume et ses stats avancées. Ça nous avait manqué à tous. Et, très heureux de voir que Seb ne pourra pas garder la parole pendant 20 minutes. Ouais. Et, on lui passe le bonjour à notre ami Seb qui franchement, je tiens à souligner qu'il y a du progrès. On progresse dans le temps de parole, etc. On arrive plus ou moins à tenir des émissions d'une. C'est pas tous les jours facile vu ce qu'on a à dire chaque semaine, mais on va essayer encore cette semaine. Je vous rappelle quand même, messieurs, et tous ceux qui nous écoutaient, vous pouvez nous retrouver bien évidemment sur presque tous les réseaux sociaux, pas encore sur TikTok, peut-être un jour, mais pas tout de suite, sur Twitter, sur Facebook, sur Insta, Time Out On Air, Time Out NBA et Time Out NBA Podcast. Et puis sur les replays de toutes les plateformes de stream pour écouter les émissions. Et puis vous le savez maintenant, depuis presque un an, on est sur YouTube où vous pouvez retrouver un petit peu les émissions, nous écouter et nous voir, et surtout voir tous les visuels qui vous permettent de mieux comprendre tous les termes barbares qu'on peut utiliser dans l'émission. Voilà pour cette petite presse, messieurs. On est parti pour le temps mort le plus long de la NBA. C'est parti pour une heure de Time Out. Time out. Et on commence, messieurs, cette émission avec les news de la semaine. Je voulais revenir avec vous sur ces déclats, sur ces débats qui ont été ouverts cette semaine. On va commencer avec les sélections All-Star Game qui seront ce dimanche soir. Tous les joueurs ont été annoncés, vous le savez. Je vais quand même vous rappeler ceux qui ont été les remplaçants qui ont été annoncés cette semaine. On a du Jalen Brown, du Anthony Davis, du Paul George, Rudy Gobert, James Harden, Zach LaVine, Damian Lillard, Donovan Mitchell, Chris Paul, Julius Randle, Ben Simmons, Jason Tatum, Nikola Vucevic et Zion Williamson. Il s'affiche, si vous voulez, sur votre ordinateur, si vous nous regardez sur YouTube. Voilà pour les remplaçants. Sauf que oui mais non, puisque Anthony Davis étant blessé, il sera remplacé par Devin Booker, qui retrouvera son pote des Suns, Chris Paul, et que Kevin Durant, qui est lui aussi diminué, a laissé sa place dans le starting five par Jason Tatum, et que c'est Domantas Sabonis qui prendra sa place au All-Star Game. Messieurs, on avait beaucoup parlé de Devin Booker qui n'était pas All-Star Game, de Sabonis, c'était un scandale, mon Dieu, il était snobé, etc. Au final, tout est bien qui finit bien pour les deux joueurs et pour la NBA. Oui et non. Il y a quand même un joueur qui, je considère, mérite d'être All-Star plus que certains qui y sont, qui s'appelle DeMar DeRozan et qui n'y est pas. Donc justice a été faite pour Booker et Sabonis, mais pas pour DeRozan. Et à l'Est, au passage, la nomination dans le 5 titulaire de Jason Tatum est une vaste blague. Mais ça, c'est pas le sujet pour l'instant. Mais bon, personnellement, je pense que Tatum ne méritait même pas d'être All-Star cette saison.
Même eux, ils ont enfin, les deux Celtics ont dit qu'ils se sentaient un petit peu mal à l'aise d'être au moins déjà tous les deux avec un bilan négatif pour les Celtics. Théo, t'en penses quoi? Pour toi, tout est bien qui finit bien d'avoir Sabonis et Booker au All-Star Game? Je suis assez d'accord avec Guillaume sur le cas de Rosanne, qui fait une saison monstrueuse du côté de San Antonio. Et si San Antonio, qu'on voyait comme une équipe qui allait tanker, et aujourd'hui dans la course au play-in, c'est en grande, grande, grande partie grâce à Demar DeRozan. Ils sont un peu plus que dans la course au play-in, hein. Ils sont au-dessus de la course au play-in. Je crois qu'ils sont sixième ou cinquième de l'Ouest, hein. Ouais, peut-être. Moi, je crois qu'ils sont redescendus septième là, cette nuit à cause d'une défaite ou d'une victoire d'une autre équipe. Mais en tout cas, voilà, ils figurent très bien à l'Ouest et c'est vrai que DeRozan aurait mérité. Et puis, c'est vrai que j'ai été très déçu par la double nomination des Jays des Celtics parce que déjà, je trouve que les Celtics ne méritaient pas d'avoir deux joueurs au All-Star Game. Et du coup, d'avoir les deux, pour moi, c'était Jalen Brown qui méritait d'être All-Star Game plus que Jason Tatum. Jason Tatum a fait beaucoup de matchs sans et Jalen Brown a beaucoup porté l'équipe sur le début de saison. Donc voilà, mais après, c'est le All-Star Game en lui-même, le match m'intéresse tellement de moins en moins et c'est tellement devenu une blague de basket que je m'intéresse de moins en moins aussi aux nominations du All-Star Game. Les Spurs sont cinquième, hein, rapidement. Donc bon, ça mérite un All-Star, moi, je considère. Surtout que DeRozan, cette saison, a changé son jeu. Il prend moins ses mi-distances après 5 feintes de shoot. Et il est surtout bien meilleur à la passe. Là, on est en train de voir un joueur qui s'installe comme les 5, 6, 7 meilleurs passeurs de la ligue en termes de qualité de passe. Et le ballon tourne beaucoup mieux grâce à lui. Et personnellement, en tout cas, je suis vraiment très heureux de sa saison. Et il aurait mérité d'être All-Star. Après, la place de qui à l'Ouest, c'est compliqué. Deux Suns, alors qu'ils sont une place devant à l'Ouest, c'est surprenant, mais c'est quand même compréhensible. Je n'ai pas non plus de problème avec Chris Paul au-dessus de DeRozan, donc je vois pas non plus la place, où était la place pour DeRozan. S'il avait été à l'Est, il aurait été à la place de Tatum, j'espère. Sûrement. Et bon, en tout cas, ça fait partie des risques du All-Star Game et des choix de vote des fans, etc. En tout cas, rendez-vous dimanche pour la soirée du All-Star Game avec le concours de dunk à la mi-temps, le concours de 3 Pour points. dormir, quoi. Exactement, ça commence à partir de 2h, c'est à Atlanta et c'est dimanche. Messieurs, l'autre débat dont je voulais parler avec vous, c'est Kyrie Irving qui l'a ouvert. On a beaucoup parlé du changement de logo de la NBA, notamment à la mort tragique de Kobe Bryant pour changer le logo. On évoquait la silhouette du joueur des Lakers à la place de celui de Jerry West qui est actuellement The Logoman, celui qui est dans le logo de la NBA. Kyrie Irving a relancé un petit peu ce débat cette semaine en mettant une photo sur Insta avec la silhouette de Kobe dans un logo NBA en disant cela va arriver. Les Rois Noirs ont construit la NBA. Ça a beaucoup fait parler. Il a précisé ensuite en conférence de presse en disant que voilà, c'était quelque chose qui était dans l'histoire et qui sera changé à jamais. Il voulait faire un petit peu avancer les choses, en tout cas ouvrir le débat. Le débat est ouvert puisque tout le monde en a parlé, nous aussi d'ailleurs, messieurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un vrai faux débat? Et surtout, est-ce que vous pensez que ça mérite de changer de logo ou pas? Théo, qu'est-ce que tu en penses? Alors, ouais, ce débat, au début, j'avais un doute et après, en fait, j'ai commencé à y réfléchir. Et je peux comprendre le point de vue de Kyrie Irving sur l'importance des joueurs notamment des joueurs de couleur dans la ligue et l'avènement de cette ligue, notamment grâce aux joueurs de couleur. Et, mais en fait, moi, la question que je me suis posée, d'accord, Kobe est mort dans des conditions tragiques, mais pourquoi lui mériterait plus qu'un autre joueur de couleur, que Bill Russell, que Will Chamberlain, que Magic Johnson? Il y en a plein qui au final ont autant marqué cette ligue que Kobe. Et pourquoi absolument Kobe? Moi, c'est plus là où je pense qu'il pourrait y avoir question si vraiment on veut mettre un homme noir sur le logo de la NBA. Pourquoi pas? Mais pourquoi absolument Kobe et pas un autre? Bon, après, je pense qu'effectivement, tu l'as dit, c'est les conditions tragiques de la disparition de Kobe qui font que. Est-ce que peut-être qu'ils réfléchissent ça peut ouvrir justement à d'autres joueurs, tu l'as dit, à tous les noms que tu as cités. Pourquoi pas? Vite fait, Guillaume, t'en penses quoi? Est-ce que tu es d'accord avec un changement de logo ou en tout cas la Bah, réflexion d'un changement de logo ou pas? Kobe plus qu'un autre, qu'est-ce que tu en penses toi de ce débat-là? alors, un changement de logo, ça rendrait tous nos maillots périmés déjà, donc c'est pas une bonne chose. Mais Ou plus ça les rendrait sérieusement, collector? oui, ça dépend. Je suis pas sûr que les gens, quand KD est parti d'Oklahoma City, ils pensaient leur maillot collector. Je pense qu'ils le pensaient plutôt périmé. Mais bon.
Après, mis à part ça, je pense que ça peut être pas nécessairement une mauvaise chose. On voit que les clubs de foot, par exemple, qui changent de logo, les franchises qui changent de logo, pourquoi pas la Ligue? Le logo est vieux. Le logo est de Jerry West, qui est un joueur emblématique de la NBA, mais qui n'est pas non plus le joueur le plus emblématique de la NBA. Donc voilà, on sait que Jerry West est blanc, même si c'est une très bonne personne. C'est pas comme si c'était un suprémaciste qui était en logo non plus. Ça peut être intéressant de mettre Kobe en hommage. Personnellement, je suis un grand fan de Kobe, mais je ne vois pas non plus de débat plus intéressant que ça. Je n'ai pas vraiment d'avis sur la question. Ce serait cool. Tant que ça reste un joueur de Lakers, moi, ça me va dans tous les cas. Non, c'est vrai, pour ce changement de logo, voilà. Enfin, dites-nous aussi dans les commentaires ce que vous en pensez, si un changement de logo ça vous intéresse et si Kobe Bryant ça vous chauffe. Et puis dernier petit débat rapidement, sans rentrer forcément dans les détails, c'est toujours une question compliquée, mais il y a une autre polémique, on va dire, qui est née cette semaine dans le monde de la NBA. C'était un mini clash, vraiment si on peut appeler ça comme ça, j'ai pas trop d'autres termes, mais voilà, pour parler la petite friction qu'il y a eu entre LeBron James d'un côté et le joueur de foot Zlatan Ibrahimovic de l'autre, l'ancien joueur du PSG. Le second, Zlatan a reproché au premier sur une chaîne suédoise en disant j'adore LeBron James, mais pour être franc, je n'aime pas quand des gens avec un certain statut font de la politique en plus de leur métier. Fais ce que dans quoi tu es bon, reste dans ton domaine. Moi, je joue au foot parce que c'est là où je suis le meilleur. Je ne me mêle pas à la politique. Si j'étais un homme politique, je le ferais. C'est une erreur que font beaucoup de gens, selon moi, quand ils deviennent célèbres, atteignent un certain statut. Abstenez-vous, faites les choses que vous êtes bon. LeBron a répondu en disant qu'il continuerait à s'impliquer, etc. Ça a ouvert quand même un gros débat. On l'a vu même sur notre page Twitter, pas mal de gens qui ont réagi via ces accusations, entre guillemets, de Zlatan. Est-ce que vous pensez pareil que c'est un vrai faux débat? Est-ce que vous comprenez aussi que ça puisse faire parler quand même ces joueurs qui s'engagent un petit peu politiquement ou qui s'engagent pour leur communauté, ou vraiment ça ne méritait pas autant de relais médiatiques dans cette semaine? Théo, qu'est-ce que tu en penses? Alors, pour être très franc, déjà, le débat ne m'intéresse, mais alors absolument pas. Parce que je trouve que c'est un faux débat dans le sens où Zlatan a son avis sur la question. LeBron a toujours fonctionné comme ça. LeBron s'est toujours impliqué dès le début, dès son arrivée. Le gamin d'Akron qui arrive à Cleveland dans la franchise du coin et a tout de suite voulu s'impliquer, notamment dans la vie sociale autour de la franchise, de créer des choses, des écoles, etc. Il a toujours voulu améliorer la vie autour de lui, en tout cas socialement, la vie sociale et la vie des gens autour de lui, des plus pauvres notamment. Après, en fait, je pense que c'est deux visions différentes qui est de leur sport en général. Les footballeurs, on leur dit souvent de ne pas trop parler de politique, de rester sur le foot, etc. Alors que c'est vrai qu'aux États-Unis, les basketteurs ont une part beaucoup plus importante. On leur demande de mener aussi ces combats-là. On l'a vu quand il y a eu tout ce qui s'est passé cet été, Black Lives Matter, etc. On a demandé aussi, enfin, on n'a pas demandé, mais les joueurs tout de suite se sont sentis impliqués, ont voulu faire partie de ce mouvement-là et montrer qu'ils étaient solidaires avec ce mouvement-là. Je pense que c'est deux mentalités différentes. Pour moi, il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Chacun son avis sur la question. Moi, ça ne m'intéresse pas. Mmh, Moi, ça embête un peu, c'est quand même Zlatan parle de choses qu'il ne connaît, qu'il ne maîtrise peut-être pas. Je pense que lui, il a moins de choses à dénoncer en Suède que LeBron a dénoncé aux États-Unis, par exemple. Et ça me gêne quand même qu'un sportif reconnu comme Zlatan dise shut up and dribble à LeBron, comme avait pu dire une journaliste il n'y a pas longtemps. Je trouve pas ça beau. Donc je pense qu'il y a un débat, puisque les déclarations de Zlatan sont justement débattables et sont, pour certaines personnes, sont prêtes à polémique, carrément. Donc moi, je pense que vu que les déclarations de Zlatan sont débattables, on peut débattre dessus. En plus, LeBron a réagi. Ensuite, après, est-ce que c'est un débat intéressant à avoir? Non. Personnellement, en tout cas, je ne suis pas d'accord avec Zlatan. Je pense que déjà, ne serait-ce que au foot, par exemple, on ne joue pas dans le pays dans lequel on est né, on ne joue peut-être pas dans le pays dans lequel on a grandi en fonction des clubs. Aux États-Unis, ils sont dans leur pays, ils sont accueillis à la Maison-Blanche quand ils gagnent un titre. Au foot, je n'ai pas vu encore de joueurs accueillis à Buckingham Palace ou à l'Elysée lorsqu'ils gagnent le championnat. Je pense qu'il y a tout simplement, il faut comprendre la NBA pour comprendre pourquoi LeBron est impliqué politiquement. Et Zlatan ne comprend tout simplement pas la NBA, ça ne va pas plus loin que ça à mes yeux. Enfin voilà, le débat était ouvert et on sait que, comme je vous l'ai dit, hein, ça a pas mal fait réagir aussi sur les réseaux sociaux. En tout cas, le plus important, c'est de toujours faire ça dans le respect, messieurs. Voilà, d'essayer de comprendre l'autre et de pas trop de rester mesuré, mine de rien.
Voilà pour les actus de la semaine. On va revenir quand même un petit peu au jeu, puisqu'on est là pour ça. Vous avez, comme d'habitude, sélectionné 2 joueurs, un à l'Est, un à l'Ouest pour les joueurs de la semaine. Je vous laisse la parole tout de suite pour les joueurs de la semaine. It's over. The Bulls win at the buzzer. For the win, yes. LeBron James at the buzzer. Big time plays, big time plays. For three in the win. Et on va commencer cette petite chronique des joueurs de la semaine, comme d'habitude, avec l'Est et l'Ouest. Je vais débuter avec toi, Théo. Tu as été du côté de la conférence Ouest cette fois-ci. Tu nous as sélectionné un mec qui a beaucoup fait parler, dont on parlera aussi tout à l'heure dans le gros débat. Est-ce que tu peux nous présenter et nous parler un peu plus de ce joueur qui a une superbe coupe de cheveux? Voilà, faut le dire. Alors honnêtement, je voulais éviter de choisir un joueur de cette équipe-là, parce qu'on en a déjà parlé la semaine dernière, qui sont extrêmement en forme et que je pense qu'on en a assez parlé. Mais quand j'ai vu ces stats sur la semaine, je me suis dit comment éviter de parler de Devin Booker. Il a été tout simplement monstrueux cette semaine. C'est en gros 33 points de moyenne, 3 rebonds, plus de 4 passes. Clairement, il a cette année, on sent qu'il a passé un cap au-delà de l'arrivée de Chris Paul, qui bien sûr facilite le jeu. Je pense aussi là où on voit passer un cap à Devin Booker, c'est que c'est vraiment devenu la star d'une équipe qui est capable de gagner des matchs et beaucoup de matchs et de faire une bonne saison régulière. Là, cette semaine, il est sur 3 victoires, 1 défaite. Les adversaires ne sont pas très glorieux. La défaite, notamment, c'est contre Charlotte. Mais il y a une grosse win face à Portland quand même, qui est à peu près dans le même range que Phoenix au classement cette saison. Donc voilà, c'est une très belle semaine de Devin Booker. Il a été tout simplement monstrueux. Les Suns aujourd'hui sont 4e à l'Ouest et ils le doivent, oui, bien évidemment à Chris Paul, mais aussi à Devin Booker qui a retrouvé un niveau de superstar, clairement. Il n'y a pas d'autre mot. Et il sera peut-être joueur de la semaine. On verra ça dès demain pour la... Non, c'est le lundi soir qu'ils annoncent les... C'est ce soir, c'est le lundi soir, donc vous le saurez déjà quand vous écouterez l'émission. Voilà. Donc peut-être on sera bon. Guillaume, toi, à l'Est, tu as pris un mec qui le sera. Ouais, je suis pas très original. J'ai cherché à être original. J'aurais bien pris D-Rose ou Randle côté Knicks ou même Quickley pour féliciter les Knicks. J'aurais pu prendre Butler, mais je crois qu'il n'a pas joué. Il n'a pas joué hier soir, donc il a raté quand même un match la semaine. Et ils prennent jamais des joueurs de la semaine qui ratent des matchs, puisque le Heat aussi a gagné tous ses matchs la semaine dernière. Du coup, j'ai pris le dernier mec qui à l'Est a gagné tous ses matchs la semaine dernière. Et c'est Giannis Antetokounmpo, il tourne à 37 points de moyenne. Voilà, je me suis pas beaucoup embêté pour faire mon choix. Il a 37 points de moyenne, 11 rebonds, 6 passes, 2,3 contre, une interception, 76% au lancer, 33 à 3 points, 58% au shoot, 14 sur 24 en moyenne en termes de pourcentage au shoot. Il monte en régime, hein, Yanis. Le match contre les Clippers hier montre, il monte en régime puisque c'est son 4e match d'affilée à plus de 35 points. Il a fait 38, 37, 38, 36. C'est une belle régularité. On dirait de voir les lignes de stade d'Ardennes d'il y a 2 ans. Et ouais, il monte en puissance. On l'a vu hier dans un match contre les Clippers qui était son match dur de la semaine, puisque les 2 autres victoires, ça reste Minnesota et les Pelicans, qui sont pas non plus même si les Pelicans c'était un match accroché, c'est pas non plus des victoires à des équipes incroyables en face. Là, contre les Clippers, il a sorti un gros match. Et en prime time européen, il a montré tout ce qu'il savait faire. Et ça, ne serait-ce que ce match, quasiment, lui mérite à lui seul le jour de la semaine. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Et puis, moi, si tu me permets de réagir un peu, Yonim, là, moi, où Yanis, je le trouve vraiment impressionnant cette année, comparé aux autres saisons, ça ne se voit pas forcément dans les stats parce que c'est à peu près le même nombre de passes par match, mais on sent que ses passes sont beaucoup plus intelligentes, beaucoup mieux pensées. Il comprend le jeu. Maintenant, il est vraiment capable de mener l'attaque et s'il y a un joueur cut backdoor, de le servir exactement là où il faut. S'il y a un joueur qui est bien placé, de le servir exactement comme il faut. Et puis, Yanis, pour avoir regardé les Bucks un peu, notamment la semaine dernière, Yanis, au final, se retrouve souvent à faire l'avant-dernière passe, en fait. De se retrouver à donner le ballon à un mec qui fait une extra passe et du coup, il y a un mec qui se retrouve tout seul. Son premier adversaire, il est à 3-4 mètres de lui, il a le temps, il est dans un fauteuil pour le shoot. Et moi, c'est là où Giannis m'impressionne, c'est vraiment sa capacité à maintenant avant, il savait faire la passe facile, et maintenant, il sait faire la passe difficile. Il commence à savoir la faire. C'est ce qu'on attendait de lui, c'est ce qui lui posait problème, que ce soit contre les Raptors il y a 2 ans ou contre le Heat l'an dernier, c'est ce qui lui a posé problème de savoir faire cette passe. Parce que, en gros, les équipes, quand ils le défendent, elles l'obligeaient à faire cette passe évidente, puisqu'elles savaient sur quel shooter aller. Et là, maintenant, il commence à apprendre à faire la passe qui n'est pas évidente, et donc l'équipe adverse ne sait pas vers quel shooter aller. Et c'est quelque chose qui
qui peut changer beaucoup de choses, surtout en play-off, et je pense que ça se verra encore plus en play-off. Donc, très très bon point à soulever de ta part, Théo. Chaque point est important, on le sait en NBA. Effectivement, si Yanis progresse là-dessus et arrive à rapporter d'autres points que ce qu'il sait déjà faire, ça peut être intéressant pour les Bucks. Et Yanis qui confirme, comme je vous le disais, c'est un joli retour au premier plan avec les Milwaukee Bucks. Voilà pour les deux joueurs de la semaine. Messieurs, on va continuer cette émission avec une autre chronique régulière avec notre cher monsieur statistique. Guillaume, je vais te laisser la parole pour la stat avancée de la semaine, un petit peu décryptée pour expliquer, pour comprendre un peu mieux la NBA, pour voilà, tous les gens qui nous écoutent. Des fois, c'est difficile, même nous, des fois, on a besoin de piqûres de rappel sur certaines statistiques. Je te laisse la parole tout de suite pour la stat avancée de la semaine. Guillaume, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Tu vas mettre en avant un petit point qui va nous faire plaisir, je pense. Bah, un petit point cocorico, puisqu'on a parlé dans notre conversation sur WhatsApp de Rudy Gobert qui était en tête des defensive rating, du defensive rating et des defensive win shares. Donc, c'est deux stats qui sont totalement différentes. Le defensive rating, vous l'avez déjà entendu parler sans doute de lui, puisque c'est une stat qui est très utile pour voir les équipes. On sait qu'on connaît le net rating, qui est donc la différence entre le offensive rating et le defensive rating d'une équipe. Et donc, ça montre l'efficacité d'une équipe sur 100 possessions. C'est-à-dire qu'on oublie le rythme d'un match, puisque des équipes marquent plus que d'autres à cause du rythme parfois. Là, les équipes sont toutes au même rythme. C'est tout calculé sur 100 possessions. Et donc, sur 100 possessions, on calcule le rating, donc le nombre de points qu'elles marquent sur 100 possessions. Et donc, c'est la stat, en gros, qui permet de voir les meilleures attaques et les meilleures défenses, entre guillemets, les plus efficaces, puisque c'est sur le même nombre de possessions. Et donc, ça existe aussi pour les joueurs, puisque là, on calcule du coup pour 100 possessions aussi quand le joueur est sur le terrain. Et donc, quand le joueur est sur le terrain pour 100 possessions, en termes de joueur qui est titulaire en NBA à chaque match, c'est Rudy Gobert qui est en tête en NBA, juste devant Anthony Davis. Et devant, ensuite, on a Marc Gasol, évidemment, même s'il joue un petit peu moins de minutes que ces deux autres joueurs qui sont aussi titulaires. Et ensuite, on a aussi LeBron James. C'est pas très compliqué, c'est que vu que c'est une stat qui est au départ collective, c'est les meilleures défenses et les joueurs qui jouent le plus de temps dans les meilleures défenses qui vont être là. Donc, on a beaucoup de Lakers. On a aussi quand même une petite surprise, c'est Robert Williams, qui sur ses 27 entrées en jeu et ses 423 minutes cette saison, il a un defensive rating extrêmement bon, alors que celui des Celtics n'est pas bon en général. Donc, ça peut témoigner de quelque chose. Il y a aussi Nerlens Noel qui est dans une bonne défense à New York et qui lui est en tête parmi tous les joueurs qui ont joué au moins 20 matchs cette saison, participé en tout cas dans au moins 20 matchs cette saison. On a aussi Mitchell Robinson qui apparaît dans ce rating. On a Dwight Howard par exemple, Joel Embiid aussi qui n'est pas très loin. Et petite surprise, on a DeMarcus Cousins, comme quoi toute stat avancée à ses limites. Donc bien. Après, DeMarcus Cousins fait du bon travail cette saison, donc on ne peut pas non plus lui en vouloir. Surtout au rebond, il est très solide. Après, sa présence dans cette stat, ça peut témoigner de choses différentes. Il y a Miles Turner qui, par exemple, est un petit peu plus loin. Il est à 105 en defensive rating, alors que Gobert est à 100.8, je crois. Moi, j'ai 100, j'ai pas d'arrondi sous les yeux. Et ensuite, deuxième stat où Gobert domine la NBA, c'est defensive win shares. Alors, je vais vous épargner des formules mathématiques parce que je peux vous dire que je me suis plongé dedans et que je n'ai pas compris j'ai compris la formule mathématique, mais le temps que je la dise, l'émission fera 1h30. Donc, je vous épargne de ça pour une fois, même si vous n'allez pas y échapper la prochaine fois, je vous le dis. Donc, les win shares, donc là, on parle de defensive win shares, on va parler de win shares au départ. Donc, les win shares, ça veut dire le partage de victoires, on traduit ça de manière très moche en français. En gros, c'est la part qu'un joueur a dans le succès d'une équipe. C'est-à-dire que sur un match, il y a une victoire totale qui fait 1 mathématiquement, et on va donner par exemple 0,7 à un joueur qui aura fait une performance incroyable. C'est très très globalement schématisé, mais en gros là en tête en NBA c'est Nikola Jokic qui est déjà à 7,5 win shares, ce qui est énorme, et il est sur des bases quasiment all-time en termes de win shares. Le deuxième, c'est Yanis, le troisième, c'est Embiid, le quatrième, c'est Kawhi, et le cinquième, c'est Steph Curry en NBA, et le sixième, c'est donc Rudy Gobert. Alors évidemment, pour être en tête des win shares, là je parle en termes de win shares normal, pas de defensive, je viendrai au defensive juste après. Donc pour être en tête des win shares, évidemment, il faut que l'équipe gagne des matchs. Donc c'est surprenant que Jokic soit en tête alors que son équipe gagne finalement pas tant de matchs que ça, 10 de moins que le Jazz par exemple. Donc ça montre à quel point il est important dans le succès de son équipe. Et cette stat, si on additionne évidemment les win shares de tous les joueurs de la même équipe, on arrivera grosso modo à la fin de la saison au même nombre de wins que l'équipe en entier.
C'est en gros comme ça que c'est calculé. Alors, plus ou moins, il y a toujours une petite marge parce qu'en gros, c'est calculé sur les ratings et sur les stats personnelles des joueurs. C'est un calcul assez compliqué. Et du coup, les defensive win shares, c'est des stats qui sont calculés de la même manière. Donc, c'est aussi des stats. C'est la même stat. En gros, c'est offensive win shares plus defensive win shares qui donnent les win shares en tout. Et donc, les offensive win shares, c'est à quel point le joueur a, par son attaque, porté l'équipe à la victoire. Et defensive win shares, c'est à quel point le joueur a porté, par sa défense, l'équipe à la victoire. Sachant qu'on remarque déjà que les offensive win shares sont plus élevés, sont bien plus élevés que les defensive win shares, puisque Jokic est déjà à 5 offensive win shares, alors que Gobert, qui est leader en défensive, il est à 2,4. Donc on montre que l'attaque fait plus gagner de matchs que la défense grâce à cette stat, même si évidemment il n'y a pas que ça qui montre ça. Et donc Gobert est en tête de la ligue à égalité avec LeBron James en defensive win shares cette saison. Et ils sont devant Julius Randle, Giannis Antetokounmpo, Bam Adebayo, Anthony Davis, Joel Embiid et Miles Turner, qui arrive donc en 8e position, qui est lui aussi l'un des candidats au défenseur de l'année. Cette stat de defensive win shares, elle a quand même une limite. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir de très très bons defensive win shares dans une équipe qui ne gagne pas. On se rappelle de Anthony Davis au New Orleans Pelicans, qui était considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de la NBA individuel. Et ben, il n'apparaissait que assez rarement dans les defensive win shares, puisque son équipe n'a gagné qu'assez peu de matchs. Et donc, c'est une stat qui est assez intéressante pour voir à quel point un joueur est bon en défense dans une équipe qui gagne. C'est un mix à prendre, comme chaque stat avancée. Toute seule, elle ne veut pas dire grand-chose. C'est couplé à d'autres stats avancées qu'elle devient intéressante. Mais en tout cas, Gobert, ça témoigne qu'il fait une grosse saison et qu'il est le joueur le plus important d'après ces stats-là, en tout cas dans le succès d'Utah, devant Donovan Mitchell. Et tu l'as dit, il domine ces deux catégories et c'est important. Et tu l'as répété, bien évidemment, c'est des stats à prendre dans leur ensemble et ça ne fait pas tout, bien évidemment, mais ça permet aussi d'illustrer d'autres choses qu'on ne voit pas forcément et qui n'apparaissent pas sur les feuilles de stats lambda, on va dire, avec les points, les rebonds, les blocs et les assists. Par exemple, ce genre de statistiques permet aussi de se rendre compte voilà, de l'impact que peut avoir un joueur soit offensivement, soit défensivement. Et en l'occurrence, Rudy Gobert, Cocorico, on se rend compte que c'est un bon défenseur. Encore une fois, grâce à ce genre de statistiques, on sait que Ben Simmons s'est autoproclamé meilleur défenseur de la NBA cette saison. Meilleur défenseur extérieur. Il a précisé l'extérieur? Je ne l'ai pas vu l'extérieur. Il a Hein. précisé C'est plus compliqué d'impacter un match depuis l'extérieur que depuis l'intérieur, dans tous les cas, on le sait. Et il a un argument très clair, s'il a dit extérieur, il a un argument très clair pour le fait que ce soit lui le meilleur défenseur extérieur de la ligue. Mais en tout cas, voilà, il aura fort à faire aussi pour. Enfin, il fait bien de mener ce combat aussi dans les médias, puisque effectivement, ça va être très, très dur d'aller chercher. Enfin, très dur. Il y aura un match aussi avec Rudy Gobert, qui est double défenseur de l'année. On le rappelle. Merci Guillaume pour cette stat avancée, encore une fois. Tout s'affiche, on vous mettra tous les classements et les formules sur YouTube pour que vous puissiez vous y retrouver. Messieurs, voilà pour les joueurs de la semaine et la stat avancée. On va passer, si vous le voulez bien, au gros débat de cette semaine. Je vous l'ai dit, on va parler des joueurs qui ne sont pas respectés, les moins respectés de la ligue. Ça a pas mal fait parler cette semaine. LeBron James, encore une fois, a ouvert la boîte de Pandore dans le monde de la NBA. On va en parler tout de suite dans le gros débat de la semaine. Come on, what? Who has the best handles in the league? Dumb question. Et pour commencer ce débat sur les disrespected players de la ligue, comme je vous l'ai dit, je vous l'affiche aussi, cette déclat de LeBron James qui parlait de Devin Booker en disant, après qu'il n'ait pas été sélectionné All-Star Game au tout début, en disant que c'était le joueur le moins respecté de la ligue et que Damian Lillard était le second dans un autre tweet. On va parler de tout ça. Déjà, je voudrais revenir avec vous. On vous ai posé la question aussi, vous qui nous écoutez sur Twitter. On reviendra avec vos réactions par rapport à ça. Mais je voudrais d'abord avoir vos réactions, messieurs, quand même, sur ce débat-là. Est-ce que, quand on a préparé l'émission, c'est vrai que ça fait partie des choses. Des fois, on se dit, putain, mais en fait, c'est pas intéressant. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais on se rend compte quand même que ça fait pas mal parler. Et surtout, la notion même de joueur pas respecté est très débattue. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et surtout, pour vous, qu'est-ce que c'est cette notion de respect d'un joueur pour vous quand on vous dit qu'un joueur n'est pas respecté, comme l'a dit LeBron James? À quoi ça fait référence chez vous, Théo? Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette notion de disrespected player?
En fait, je peux comprendre dans quel sens LeBron dit ça, parce que, enfin, pour moi, clairement, en tout cas, il fait appel enfin, il fait pas appel, mais pour moi, il juge sur aussi le côté médiatique d'un joueur et ce que médiatiquement on en dit, etc. Et notamment, là, dans le cas de Devin Booker, c'était aussi que les coachs ne l'aient pas choisi pour être remplaçant au All-Star Game, en tout cas, ne l'aient pas choisi d'office, et que d'abord, et qu'après, il a remplacé, du coup, Anthony Davis. Après, ce qui est intéressant dans ce débat, je trouve, c'est que il faut comprendre que tout ce qui est All NBA Team, All Star, etc., chaque nomination qu'un joueur peut avoir impacte son salaire. Donc impacte entre guillemets sa vie. Après, ça ne change pas non plus. Ça va pas lui faire gagner 300 millions de plus par an non plus. Mais ça impacte un minimum son salaire. Et je pense que c'est là où le débat est intéressant, c'est que à quel point cette distinction, par exemple, qu'on laisse aux fans qui mettent toujours Alex Caruso et Taco Fall dans les top 10 des votes All-Star Game, comment ces votes-là peuvent impacter le salaire et la vie professionnelle d'un joueur. Et c'est là où le débat se pose aussi. Après, sur le disrespected, moi, le All-Star, j'ai déjà dit ce que j'en pensais en début d'émission. Le match en lui-même ne m'intéresse que très moyennement, donc les nominations aussi. Est-ce que c'est un manque de respect pour Booker de ne pas avoir été sélectionné? Peut-être. Moi, je pense pas, personnellement. Après, je pense qu'il parlait aussi plus globalement et qu'il parlait pas aussi que de cette notion-là Non, d'All-Star. Et peut-être bien qu'il. sûr. Mais après, moi, c'est le cas de Lillard notamment m'intéresse parce que, notamment sur ce début de saison, il est que très, très, très rarement cité, notamment dans la course au MVP, alors qu'il fait une saison quand même monstrueuse. Alors oui, après, Jokic, Embiid et LeBron, pour moi, apparaissent au-dessus aujourd'hui déjà de lui. Mais c'est là aussi où on voit, par exemple, l'impact qu'a un Lillard dans les médias, où on va parler de ses shoots à 10 mètres, on va parler de tout ça, mais par contre, on va pas parler de sa régularité, de sa capacité à faire une grosse saison, de sa capacité à être en fait son course pour le MVP. Et je pense que c'est là aussi où la notion de disrespected apparaît aussi, c'est que il faut, en fait, je pense que LeBron, dans ce sens-là, il dit il faut donner aux joueurs le crédit qu'ils méritent, dans le sens où ce qu'il fait sur le terrain, s'il le fait bien et qu'il le fait à un niveau exceptionnel, il faut en parler. Et je pense que c'est là aussi où ça intervient. Je pense que Lillard, il y a même un niveau au-dessus en termes de manque de respect entre guillemets envers lui. C'est le niveau de difficulté qu'il a choisi. Il est toujours dans la franchise qu'il a draftée. Il va sans doute faire toute sa carrière, ou en tout cas faire tout son prime dans cette franchise. Il a choisi la difficulté, Lillard. Il n'a pas choisi la facilité comme certains. Et pourtant, on lui manque de respect. Alors, on lui a manqué de respect à raison quand ils se sont fait sweeper au premier tour par les Pelicans. On s'est bien moqué de Lillard, qui était le fils de Jrue Holiday. On l'a aussi félicité quand il a réussi à sortir le Thunder. On l'a aussi félicité quand il a réussi à aller en finale de conf alors avec une équipe qui avait quand même Enes Kanter en pivot, sachant que bon, Enes Kanter, on sait ce que c'est défensivement. Mais là, par exemple, cette saison, Lillard, il était remplaçant par rapport à Doncic au All-Star Game. Personnellement, je trouve que ce n'est pas normal. On sait que Lillard a été snub plusieurs fois aussi du All-Star Game. On sait que Lillard est cette saison un candidat qu'on parle très peu, comme tu l'as dit, Théo MVP, alors que c'est un joueur qui est sans le deuxième et le troisième meilleur joueur de son équipe et qui fait de Kanter et de Gary Trent Jr. des joueurs très bons en NBA et qui rend vraiment ses coéquipiers meilleurs. C'est vraiment un leader, Lillard, et on n'en parle jamais dans les meilleurs leaders en NBA, alors que là, il est en train de permettre à Kanter de retrouver une place de titulaire en NBA, alors que bon, défensivement, ça fait des années qu'on dit qu'il est nul. Cette saison, il est capable de défendre assez bien. En attaque, il est solide et on voit Gary Trent, la progression de Gary Trent, elle est aussi dû au fait que Lillard le met dans les meilleures conditions possibles et il lui a presque dit remplace McCollum pendant qu'il n'est pas là. Et Trent, certes dans un style un petit peu différent, est capable de le faire. Donc je pense que ouais, sur l'aspect, je pense que Lillard est un joueur qui n'est pas respecté. Après, est-ce que la notion de respect est vraiment intéressante en NBA? Moi, je trouve pas. Mais si on doit vraiment dire qu'un joueur n'est pas respecté, je dirais Lillard. Justement, deux questions par rapport à ça. La première, pour toi, Théo, ça serait est-ce qu'on en fait trop avec cette notion de disrespect, de joueur pas respecté? Et pour toi, Guillaume, est-ce qu'on ne confond pas parfois, ou souvent ou n'importe, joueur sous-estimé avec joueur pas respecté? Je ne sais pas ce que vous en pensez, Théo, pour commencer. Ouais, alors sur la question que tu m'as posée, moi, le gros problème que j'ai, entre guillemets, après, c'est que là, ce débat prend cette ampleur parce que c'est LeBron qui parle. Parce que c'est LeBron qui parle de deux autres superstars, il parle de Booker, il parle de Lillard. Donc voilà, maintenant, est-ce que, tiens, pour reciter le même joueur que Guillaume, si Gary Trent Jr. parle je sais pas, de n'importe qui, de Timothée Luwawu-Cabarrot, est-ce que ça aura le même impact? Je ne pense pas. Maintenant, je vais quand même répondre à la deuxième question que tu as posée à Guillaume parce qu'elle m'intéresse un peu plus. Il va voler mes arguments. Non, je vais être très, très rapide comme ça. Voleur.
Je pense que oui, la notion de respect interagit avec la notion de sous-estimer, parce que notamment on a tendance, après c'est parce qu'en NBA on a tendance à estimer un joueur sur son salaire. Est-ce qu'il est au niveau de ce qu'il gagne? On l'a vu notamment avec Tobias Harris. Donc est-ce que faut vraiment définir aussi le sens de sous-estimer? Est-ce que sous-estimer c'est un joueur qui est payé, être sous-estimé c'est être payé moins cher que la production? Est-ce que être sous-estimé c'est ne pas recevoir le traitement médiatique qu'on mérite? C'est quoi vraiment la vraie définition de sous-estimé? C'est là où le bas blesse, entre guillemets. Tu m'as pas volé mes arguments, du coup, parce que je suis pas, Guillaume, t'en penses quoi? Ouais. pas nécessairement d'accord avec ce que tu viens de dire. Je pense qu'il y a justement il y a une opposition à faire entre le respect, c'est le terme qui est utilisé par les Browns, c'est le terme qui est utilisé, même si je sais pas si on doit appeler ça respect, entre le respect et le côté sous-estimé d'un joueur. Par exemple, un mec comme Bradley Beal, dans la saison dernière, c'était un joueur qui n'était ni respecté, ni estimé à sa juste valeur à mes yeux. Cette saison, c'est un joueur qui est à mes yeux respecté, puisqu'on en parle plus, on voit ce qu'il fait, il a été titulaire All-Star. Mais par contre, c'est un joueur qui est toujours Enfin, et c'est un joueur qui est toujours un peu. J'ai dit sous-estimé ou j'ai dit respecté? Non, tu Je as dit, me trompe maintenant. t'as dit qu'il était respecté cette saison. J'ai dit que cette saison, il était respecté, mais à mes yeux, il est toujours sous-estimé pour ce qu'il fait. Je Moi, suis je quand même trouve en train que c'est l'inverse, Bradley Beal. Là, de, Bradley de, Beal, pour moi, pour de le coup, porter, de porter une équipe en faisant un run, même si Westbrook va un petit peu mieux et a compris qu'il fallait arrêter de shooter. Ça reste quand même grâce à Bradley Beal, il est encore à nouveau en train de porter une équipe qui, on le rappelle, joue avec, par Westbrook à côté, c'est un peu des plots, quoi. Et puis surtout, on le rappelle, le coach est Scott Brooks, et ça me fait toujours autant rire, parce que bon, voilà, hein. Quand tu vois ce qu'il fait d'Avdia, qui est un joueur qui a montré qu'il était un super shooter, un super playmaker, et qui fait va dans le corner et ne bouge plus du match, et qui préfère donner 35 minutes à Vertans, voilà, bon. Bref, on n'est pas là pour parler de Scott Brooks, mais du coup, là où je voulais en venir, c'est que pour moi, il y a une différence entre sous-estimé et non respecté. C'est que sous-estimé, n'importe quel joueur, en vrai, peut être sous-estimé en NBA. Même un remplaçant qui fait du très bon boulot, dont on ne parle jamais, je ne sais pas, un mec comme TJ McConnell, par exemple, est un joueur qui est sous-estimé en NBA par sa propreté et par sa qualité en sortie de banc. C'est un joueur dont on ne parle jamais, alors que c'est l'un des meilleurs meneurs en sortie de banc, et c'est un joueur qui pourrait faire du bien à de nombreuses équipes et qui fait beaucoup de bien aux Pacers. Ça, pour moi, c'est sous-estimé. Et pour moi, un joueur qui n'est pas respecté, c'est un joueur qui a l'opportunité d'avoir quelque chose, un silverware, comment on dit en français, quelque chose d'avoir du palmarès individuel, et qui est un joueur qui ne l'a pas parce que justement, il n'est pas de respecté, il y a un manque de respect. Je pense qu'un joueur, pour moi, un joueur qui n'est pas sélectionné All-Star, c'est un joueur à qui on manque de respect et pas un joueur qui est sous-estimé. Puisque les coachs qui nominent au All-Star respectent tous les joueurs de la NBA, enfin, il n'y a pas de manque de. Il n'y a pas de manque de il y a pas, justement, ils respectent, ils estiment les joueurs. Ils estiment les joueurs avec ce coach. Et j'arrive pas, je me mélange entre les deux notions parce qu'elles sont proches, Ah, c'est mais je compliqué. trouve quand même qu'il y a une différence, justement. Mais je vois ce que tu veux dire sur cette notion de respect des coachs qui sélectionnent et qu'effectivement, s'ils ne prennent pas un joueur, on est plus sur, entre guillemets, potentiellement un manque de respect pour un joueur. La question, du coup, j'ai compris un petit peu ce que vous me disiez sur. C'est vrai que c'est difficile aussi des fois même les joueurs des fois peuvent s'en mêler un petit peu, même nous sur la traduction qu'on va avoir entre les paroles, les déclats américaines et comment on va le traduire nous en français aussi. Des fois, il peut y avoir un décalage sur cette notion de respect qui ne veut pas forcément dire la même chose. En tout cas, je voudrais quand même vous poser la question sur l'exemple le plus récent et le plus typique dernièrement, Damian Lillard, pendant les playoffs, qui hurle à qui veut bien l'entendre, put respect on my name, put some respect on my name, qui parle du coup de respect, qui se sent lui pas respecté dans la ligue. Est-ce que vous comprenez ce sentiment? Là, je prends juste le cas de Damian Lillard. Est-ce que vous comprenez ce sentiment pour Damian Lillard que c'est un joueur que lui s'estime pas respecté? Est-ce que vous avez vraiment le sentiment qu'il n'est pas respecté, vous aussi, Théo? Alors, oui, pour le coup, j'ai le sentiment qu'il n'est pas respecté, dans le sens où, en fait, Lillard est, en fait, depuis quelques saisons, il est sur la même stratosphère que les plus grandes superstars de la ligue. Donc, il est dans une espèce de niveau où il y a très peu de joueurs qui ont réussi à atteindre ce niveau-là ces dernières saisons. On pense à Harden, à Yanis, à LeBron, c'est toujours les mêmes au final, souvent les mêmes en tout cas qui reviennent. Et pour moi, aujourd'hui, Lillard il fait partie de la caste de ces joueurs-là, avec en plus le côté, comme l'a très bien souligné Guillaume, Le niveau de difficulté, ouais. C'est que le niveau de difficulté est plus élevé. l'homme d'une seule franchise et d'une seule ville. Alors oui, c'est un petit marché, mais ça reste quand même l'homme d'une seule franchise qui est quand même assez régulière depuis son arrivée. Depuis l'arrivée de Lillard à Portland, Portland va forcément beaucoup mieux.
même si bon, ils ont eu quelques saisons où quand Lillard était jeune, c'était pas extraordinaire. Mais, et puis encore si, parce qu'ils avaient Brandon Roy. Mais du coup, Lillard, c'est vrai que ça fait quelques saisons où, à la limite, qu'on lui manque de respect, enfin, qu'on lui manque de respect entre guillemets, qu'on se moque de lui après la déroute face aux Pelicans, c'est normal. Il a complètement déjoué, Drew Holiday a parfaitement défendu sur lui. Maintenant, quand on voit que Damian Lillard ne figure jamais dans les podiums de récompenses individuelles, qu'il est. Mais qu'est-ce qui lui manque pour ça? Pourquoi on n'a pas de. Enfin, qu'est-ce que, selon vous, fait que Damian Lillard, tu l'as dit, il a des stats incroyables, il a ce jeu aussi qui plaît, faut le dire, pas un joueur chiant à regarder jouer, il a ce Ouais. côté un peu à prendre des shoots de très loin, etc. Pourquoi c'est un mec qu'on estime ne pas respecter et lui non plus s'estime pas respecté? Qu'est-ce qui fait que Damian Lillard, par exemple, n'est pas respecté ou ne se sent pas respecté? Pour moi, Parce que, après, Ouais, moi, je finis juste là-dessus, Guillaume. Après, je te laisse donner tes arguments. Mais il joue vraiment dans un tout petit marché, dans une équipe qui sent un peu la loose depuis son arrivée en NBA, bon, qui a un titre, hein. C'est très bien pour eux, j'en suis très content pour eux. Mais voilà, après, en fait, ça a toujours été les éternels seconds. À l'époque de Draxler, on était les éternels seconds face à Jordan. Puis après, il y a eu l'époque des Jay Blazers, pareil. Et après, il y a eu l'époque Brandon Roy avec cette espèce de loose où tu as à la l'impression. draft aussi. Oui, et puis voilà, la draft aussi. Et puis, enfin, franchement, des fois, on a l'impression que Portland, ça a été construit sur un cimetière indien. C'est pas possible que la loose qu'il y a dans cette ville, en plus, c'est la seule franchise de sport à Portland, avec donc une franchise de MLS. Mais sinon, c'est la seule franchise des 4 sports majeurs américains qui est à Portland. Et pourtant, Lillard, pour moi, Lillard, en fait, il va plus loin que la ville de Portland, mais il reste enfermé dans ce truc où on parle moins de lui parce que c'est Portland, parce que la ville fait chez tout le monde, parce qu'il se passe rien à Portland, et voilà, c'est tout. Guillaume, ce que tu en penses? Pour moi, Lillard, on ne parle pas de lui et il n'est pas à respecter à sa juste valeur parce qu'il n'a jamais choisi la facilité. C'est un joueur qui n'a pas bougé de franchise, il n'a jamais demandé de transfert, il n'a jamais demandé de coéquipier, il a jamais demandé, il a pris son salaire, il a pris son chèque, certes, il aurait pu prendre moins d'argent pour aider les Blazers, mais il n'a jamais rien demandé, il n'a jamais posé de problème, il n'a jamais dit je veux plus jouer avec ce joueur, il n'a jamais fait ça, et c'est un joueur qui justement est assez, entre guillemets, assez lisse en NBA, il est dans sa franchise, il ne fait pas nécessairement copain-copain avec tant d'autres joueurs que ça, il est un peu dans son coin, et le côté dans son coin, je pense, fait qu'on parle moins de lui. Après, vu qu'il n'a jamais choisi la facilité, c'est un joueur qui n'a jamais eu une équipe autour de lui capable de gagner le titre, pour moi. Et ce n'est pas de sa faute. Pour moi, lui est un joueur du niveau auquel on peut construire autour pour gagner le titre. Pour moi, c'est le front office quand ils ont signé des contrats à Harkless, à Aminou, comment il s'appelait, à Meyers-Leonard, par exemple. C'est eux qui se sont tirés une balle dans le pied de Lillard. Lillard, il n'y est pour rien là-dedans. Lillard, il n'y est pour rien s'il n'a jamais fait top 2 de conférence et été MVP. C'est pas de sa faute. Il a les stats, il fait les saisons pour toutes les équipes pour. Seulement, il faut être top 2 de conférence pour pouvoir être MVP ou tourner en triple double de moyenne. Lillard, il n'est pas capable de faire aucun des deux. Et donc, il n'a pas réussi. La seule année où il a été troisième de sa conférence, la conférence Ouest, c'est l'année où ils se font sortir ensuite par les Pelicans. Mais sur la saison régulière, il est quatrième, je crois, au vote du MVP dans une saison assez folle au MVP, puisque c'est l'année d'Arden. C'est l'année où Arden est à 47 milliards de points de moyenne. Et l'année où Giannis est très fort aussi cette année-là. Et c'est LeBron est bon. Et c'est LeBron, c'est AD. C'est Harden, LeBron, AD le top 3 MVP. Et par exemple, pour moi, Davis, ça ne m'aurait pas du tout choqué de voir Lillard à la place de Davis dans ce top 3 MVP qui lui aurait donné son premier palmarès individuel, en fait, tout simplement. Lillard n'a quasiment aucun palmarès individuel. Il n'a jamais été titulaire All-Star, si je ne m'abuse. Il a été All-NBA First Team, je crois qu'une seule fois. Et à part avoir été MVP de la bulle, il n'a pas été grand-chose, quoi, Lillard, dans sa carrière. Et c'est aussi ça, je pense, qui fait qu'il est moins respecté. C'est parce que c'est un joueur qui, finalement, on le voit pour ses shoots à 10 mètres, on le voit pour ses performances exceptionnelles au scoring, mais on ne le voit jamais pour des choses qui gagnent, entre guillemets, que ce soit individuellement ou collectivement. Et alors que finalement, c'est un joueur qui a emmené une équipe en finale de conf, alors qu'il n'avait peut-être pas l'effectif pour aller en finale de conf. Et ne serait-ce que ça, c'est déjà quelque chose de très fort. Et puis, Il n'y a pas tant de joueurs que ça qui ont emmené des mecs en finale de conf ces derniers temps en NBA. Il y a des joueurs qui ont plus de respect que Lillard en NBA et qui pourtant, eux, n'ont jamais réussi à mener une équipe tout seul en finale de conf. Salut Chris Paul. Et donc, pour moi, Lillard mérite plus de respect pour ce qu'il fait. Enfin,
Je voudrais quand même vous lire, avant de vous refiler la parole, vite fait les commentaires qu'on a eu sur cette question sur Twitter. Je vous en lis quelques-uns vite fait et après je vous poserai aussi une autre question. On a par exemple Sébigno qui nous dit intrinsèquement, quand on lui demande les joueurs qui ne sont pas respectés, ce qu'il en pense un petit peu, il nous dit intrinsèquement le tandem Lillard-McCollum reste encore bien sous-estimé. Chacun dans leur référentiel, bien sûr. Draymond Green aussi, je pense qu'il l'est beaucoup. Des gars comme Tobias Harris ou Chris Middleton aussi. On a Amandine Bué qui nous dit Most disrespected, je sais pas, mais dans les cas récents, je pense à CP3 ou Harden, l'un pour son contrat, l'autre pour sa vie hors terrain. Dans les deux cas, les fans de NBA suivent beaucoup trop ces shitstorms alimentés sur les réseaux sociaux en oubliant les qualités intrinsèques des joueurs. On a encore un Draft All Time qui nous dit Malcolm Brogdon est le joueur le plus sous-estimé, le plus sous-coté et sous-estimé de cette ligue. On en a vu qu'il était de même pour Sabonis dans une moindre mesure, d'où cette difficulté aussi de bien faire attention, enfin de pas mélanger sous-estimé, sous-coté, pas respecté. C'est des notions parfois qu'on peut mélanger. Voilà. Je voulais, pour terminer ce débat, messieurs, vous donner une liste de noms sans trop s'attarder, sans trop rentrer dans les détails. Vous allez me dire si oui ou non, tour à tour, si vous trouvez ces joueurs pas respectés ou pas. Juste oui ou non. On va commencer par Damian Lillard, tout simplement. Théo, Guillaume, vous me dites oui ou non, pas respecté. Vas-y, Guillaume. Pas respecté. Il Ouais. aurait dû être titulaire All-Star cette année, ça témoigne de tout ce que ça témoigne pour moi. Clairement. Moi, je suis assez d'accord avec ça, clairement pas respecté. Là, je viens d'aller fouiller un peu. Stade de Damian Lillard, le mec est quand même All-Star en saison sophomore. Donc, le mec fait Rookie of the Year. La saison d'après, il est All-Star. Puis ensuite, il est snub 2 ans d'affilée, alors sans raison valable. Et du Devin Booker, messieurs. Oui, non. Respecté, pas respecté. Respecté. Ouais, pareil, respecté. Sabonis. Par, j'ai- Vu qu'il a l'étoile à la fin, il est respecté, mais s'il ne l'avait pas eu, on pourrait discuter pas respecté. Ouais, moi, je pense pas respecté quand même. Ouais. Il nous a Ah, cité. on parle quand même pas mal depuis le début de saison. Brogdon à côté, qui lui est à 21 Il est passes. carrément Lui, il est archi pas respecté. Attends, j'y viens. On nous a parlé de Carmelo Anthony. Respecté, pas respecté. Théo. respecté. Il a été trop respecté à New York. Ensuite, il a été pas assez respecté à Portland. Et pour moi, il est sous-respecté maintenant. Mais avant, par contre, il était trop respecté parce qu'il y a En eu fait, des c'est moments ça, c'est que ça ramène pas toutes les années New York où il est surcoté Ouais. à mort, je trouve. sur cette saison uniquement, il n'est pas respecté, on va dire. Rudy Gobert. J'aime bien la lueur dans vos yeux. Oui, Il y a non, des gens, tu sais, pas respecté. là, il y a Là, des gens, il y a des gens qui pourraient nous taper pour ce qu'on va dire. Enfin, je sais pas pour toi, Théo, je te laisse y aller en premier cette fois-ci. Pour moi, un mec qui a été 2 fois Deep Boy et qui est double All-Star, il est respecté. Ok. T'as cligné des yeux, mais vas-y, Guillaume. On parle à quel niveau il n'est pas respecté parce qu'on se rappelle de Ben Simmons qui avait dit il sait pas défendre. Ouais, non, mais là, Ben Simmons, il est débile. Oui, oui, d'accord, oui, c'est vrai. C'est un argument recevable, je suis d'accord. Moi, je l'écoute plus. Non, mais il n'a pas l'air d'être très respecté par ses pairs, Oui, ça, c'est vrai, par contre. pas très respecté par une grosse partie des fans américains, surtout. En France, il est respecté parce qu'il est français. Un Excellent. argument recevable. Et il n'est pas très respecté aux États-Unis parce qu'en playoff, c'est personne, Gobert en playoff. Hein. Malheureusement, il se fait exposer sur tous les switches sur Curry et Harden. Et vu qu'il a croisé que Curry et Harden en playoff dans sa carrière pour l'instant, il est un peu dans la merde. Quoi. Et puis, il n'a pas croisé Curry et Harden, il a croisé Jamal Murray qui est tourné à 50 points de moyenne. Donc ça n'aide pas non plus. Donc il n'est pas respecté aux États-Unis, il est respecté en France. Ce sera ma réponse. Chris Middleton. Pas respecté. Pas respecté, mais ça ne me choque pas non plus. C'est Non. logique. En fait. Ouais. Mais... Son coéquipier double MVP, c'est logique qu'il soit sombre. Ouais, en fait, c'est son rôle qui fait qu'il n'est pas respecté, comme tous les joueurs qui ont ce rôle-là un peu. Comme Tobias Harris, quoi. Tu l'as Ouais, cité Bah, dans un justement, commentaire c'est sur Twitter. C'est à peu près des cas comparables pour moi. celui d'après. Tobias, vous me dites quoi? Clairement pas respecté, moi je te le dis. Cette saison, clairement pas respectée parce que personnellement, je suis pas loin de mettre All-Star à la place de Ben Simmons. Mais clairement, complètement. Moi je te dis qu'il me suit taper un bon paquet de matchs des Sixers, notamment sans Embiid. Donc, quand c'est sans Embiid, c'est une purge. Mais il est clairement pas respecté, Tobias. J'en ai encore quelques-uns après, je vous lâche avec ça. Damon Green. Cette saison, il n'est pas respecté. Parce qu'il fait mais dans l'ensemble, je dirais respecté quand même. Juste parce qu'il ouvre trop ça. Il a été.
sur le succès des Warriors, il a été respecté. Ensuite, il a été surcoté ces 2 dernières années où il jouait avec les doigts bien enfoncés là où je pense. Et cette saison, par contre, il n'est pas respecté. Enfin, il fait des choses incroyables cette saison. On retrouve le même Draymond Green qu'avant et j'ai pu peu de gens le dire. Donc ça montre qu'il n'est pas respecté à mes yeux. Non, Les deux derniers, Malcolm Brogdon, pardon. pas respecté. Pas du tout respecté. Et Parce que encore l'an dernier, il faisait des stats similaires à ce qu'il pouvait faire aux Bucks avec un peu plus de volume, mais il n'avait pas les pourcentages pour. Cette année, il a même il a les pourcentages, il a amélioré ses stats, il s'est amélioré à la passe, il s'est amélioré aux pertes de balles. Il devrait être All-Star si il y avait moins de guards qu'il l'était à l'Est, et même ça ne m'aurait pas choqué qu'il soit All-Star à la place d'un mec comme Tatum. Et il n'est vraiment pas respecté à mes yeux. Même à la place de Sabonis, ça ne m'aurait pas nécessairement choqué. Et le dernier, Gordon Hayward, respecté, pas respecté. Vas-y, Guillaume. Pas respecté. Regarde Boston, ça marche pas bien cette année. Il y a la blessure de Marcus Smart, mais il y a un truc qui manque, et je peux vous dire que ce truc qui manque, il s'appelle Gordon Hayward. Peu de gens en parlent, mais à mes yeux, il manque un Gordon Hayward à Boston cette saison, que ce soit dans le playmaking, que ce soit dans un peu le contrôle du rythme, dans le contrôle du tempo. Kemba n'est pas maître en ça, et Gordon Hayward a apporté beaucoup de choses au playmaking, a apporté beaucoup de choses pour faire l'extra pass, le collectif. Il n'est pas là, et on voit que ça manque, et donc pour moi, il n'est pas respecté. Théo, Gordon Hayward, respecté, pas respecté, pour terminer. Respecté sur la fiche de paye, mais pas respecté dans l'ensemble. On est d'accord. Eh ben, merci pour vos réponses, messieurs. Effectivement, on peut prolonger aussi le débat sur les réseaux sociaux comme vous le faites. N'hésitez pas à nous donner votre avis justement sur cette notion de respect de joueurs, cette notion de sous-cotage, de sous-traitement médiatique, etc. C'est assez vaste et c'est toujours difficile de démêler toutes ces notions et de bien comprendre un petit peu de quoi on parle. Même les joueurs, des fois, s'en mêlent et font des grandes déclats un peu à droite, à gauche, des fois dénués de sens. Voilà pour le gros débat de cette semaine, messieurs. On va terminer, après avoir pas mal parlé basket, par une petite touche légère, ou pas d'ailleurs. Non, ce ne sera pas léger. Ce sera insoutenable, sachez-le. À mon avis, ça va être compliqué. Vous êtes beaucoup à jouer avec nous à chaque fois sur les jeux de la semaine. Là, cette fois-ci, c'est Guillaume qui nous a préparé ça. Théo, vous le voyez, est en panique et vous ne le voyez pas, peut-être pas, mais je commence à monter en pression tout doucement. Guillaume, la parole pour ce jeu de la semaine, tout de suite après ce jingle. Guillaume, tu peux y aller, on s'installe confortablement, fais-nous souffrir, fais-nous rêver. Si vous êtes meilleur que nous, vous qui nous écoutez, vous qui nous regardez, dites-le nous. Vous n'êtes pas, certains m'ont fait remarquer ma performance lamentable la dernière émission. C'est sur mon jeu en plus. Ouais, non, mais c'était pas ouf. Du coup, Guillaume, je te laisse nous présenter les hostilités. Voilà, allons-y. Ça va fou. Bon, détestez-moi. Je vais vous parler d'un match qui m'a marqué à l'époque et qui est pour moi l'épitome de la carrière des Devin Booker aux Suns avant l'arrivée de Chris Paul. Pour moi, c'est pas les 70 points à Boston, c'est un autre match. C'est les 59 points à Utah dans une défaite de 30 points. Voilà, pour moi, c'est ça le maximum du cas de joueur qui fait des stats dans une équipe qui perd. Et je peux vous dire que c'est pas à cause de Devin Booker s'ils ont perdu ce soir-là. Donc, l'équipe du Jazz est assez classique, donc je pourrais l'utiliser pour vous départager ensuite, mais l'équipe du Jazz est assez classique, c'est des choses que vous connaissez. Par contre, l'équipe des Suns, il y a 2-3 choses classiques, il y a 2-3 choses moins classiques. C'était en fin de saison, c'était au mois de mars, il y a des contrats de 10 jours dans l'équipe, on va bien s'amuser. Les gars, chacun votre tour, je veux un joueur de ces Suns-là, et évidemment, Devin Booker, c'est déjà pris. On peut avoir l'année ou pas? Théo, tu commences. On peut avoir l'année ou pas? Ou genre c'est au hasard? De quoi? On peut avoir la saison ou pas? Bah voilà, ah oui, tu peux avoir la saison si tu veux, mais tu te rappelles pas de ce match de 59 points alors qu'ils perdent de 125 à 92? Absolument pas. Ils perdent et Devin Booker met 2 tiers des points des Suns et ils perdent de 35 points, 33 points. Voilà. C'est la deuxième perfo scoring de Devin Booker en carrière. Et c'était le 26 mars 2019, donc c'était il n'y a pas si longtemps, c'était du coup pas la saison dernière, la saison d'avant. Ouais, il n'y a pas longtemps. Ah bah du coup... Pas très longtemps, c'est pas un vieux match. C'est un match où il y a tous les joueurs, vous les connaissez plus ou moins. Les Suns, il y avait quelques absents et c'est ça qui rend la chose rigolote. J'imagine qu'il y avait Eli Okobo. Il y avait Eli Okobo, c'est bien joué. Ok, bah du coup, c'est un des noms que j'avais sur la liste. Il y avait Saric.
Non, il n'y avait pas Saric. Encore en C'est... Minnesota. À l'époque, Oh, Minnesota. ouais. Théo, t'as juste à me dire un Attends, mot. attends. Il y en a plein. Ah, mais là, je crois que j'ai tout épuisé avec Ellie. C'était bien trouvé, Ellie, hein, en vrai. Ouais, mais, Il y a 27 minutes ce soir-là, Ellie. allez, je vais tenter un. Putain. Loupe-toi. Jalen Lecouy. Qui? Jalen Lecouy. Enfin, Non. Non, 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 c'est pas bon. Il y a des joueurs plus simples que ça en vrai. Yonim, à ton tour, il n'a pas Ah, confirmé, tu as une chance de revenir dans la partie. je sais pas, mais j'ai des blazes. Je sais pas s'ils étaient encore là. Euh, Du coup, c'était l'année dernière, on est d'accord. Il y a Enfin, 2 Il y a ans. 2 ans. L'année Il y avant. avait des absents par contre, il y a des absents. C'est pas le roster, hein, c'est vraiment la feuille de ah match. ouais. L'année Tous les avant. joueurs sont sur la feuille de match. J'ai des noms, mais je sais pas s'ils étaient là encore ou si Crowder, il était là. Non. Il était en face. Il Bah était oui, en face. il Il était. est sur la feuille de match, mais il n'est pas dans la bonne équipe, donc non, ça compte pas. Il était au Jazz à cette époque. Il y a des joueurs qui y sont encore, Ah, hein, mais au attends, mais Suns. je suis trop con. Mais attends, c'est bon, j'en ai un. Bah vas-y. DeAndre Ayton. Oui, bah voilà, il est pivot titulaire. Il fait un magnifique 9,7 rebonds ce soir-là. Ouais, bah ouais. Ah, c'est vrai que je vais chercher loin pour rien, moi. Ouais, c'est loin pour rien. Bah du coup, Théo, t'as gagné. Je vais vous faire deviner les derniers joueurs parce que bon, c'est très très drôle. Si Oui. t'en as un, Yodim, franchement, vas-y, je t'écoute. Euh, Moi, j'en ai peut-être un autre, mais je suis pas sûr du tout de moi. Alex Len, il a joué ou pas? Ouais, non, Alex Len, il était encore. Non, il était peut-être plus dans Je sais l'équipe pas. déjà. Je sais pas, en fait, c'est il y a 2 ans. Il n'est pas sur la feuille de match en tout cas. Moi, j'aurais tenté Tyson Chandler. Tu vois. Tyson Chandler n'est pas sur la feuille de match non plus, mais je crois qu'il y était à un moment cette saison-là. Bah Mais ouais. il est pas sur la feuille. Non, il était aux Lakers à ce moment-là. Il était aux Lakers, je crois, cette année-là. Ouais, il était aux Lakers. Ah oui, Il avait commencé aux Suns, mais il était aux l'année Lakers. d'avant. C'était l'année d'avant qu'il était au Suns. Ouais. Du coup, bon, je vais vous les faire deviner peu à peu. Le premier, c'est un quatrième pick de draft des Phoenix Suns. Ah oui, de quoi? Dragan Bender. C'est ça. Oui, s'il y a des fans des Suns qui écoutent ce podcast, sachez que vous gagnez des matchs maintenant. Il y en a un autre, je crois. Dès le premier match. Ouais, vas-y. Josh Jackson. Il n'était pas sur la feuille de match, il était à l'équipe à ce moment-là. Ils sont Mais il tous était... blessés, les mecs Ah, aussi. Ils sont tous il est blessés. mais celui que c'est une feuille de match qui est, pour moi, à mes yeux, c'est la feuille de match, c'est la feuille de marque la plus incroyable que j'ai jamais vue de ma vie. Il n'y a aucun joueur à plus de 10 points, c'est les Suns, sauf Devin Booker qui en a mis 59. Voilà. Et pour moi, ne serait-ce que ça me fait l'une des feuilles de marque les plus what the fuck de tous les temps. Donc, ensuite, il y a un joueur qui est extrêmement bon et qui est très sous-coté en NBA d'ailleurs actuellement, qui est aux Suns toujours, sur l'aile, titulaire, s'il vous plaît. Le meilleur défenseur en NBA cette saison à l'extérieur, meilleur que Ben Simmons. Un ailier, tu veux dire? Un ailier extrêmement bon défenseur aux Suns actuellement. Mais il n'était pas là à l'époque. Non, moi, je n'avais pas. Comment il s'appelle? Il s'appelle Pont en anglais. Il s'appelle comment? Pont en anglais. Ah, putain, Michael Bridges. Eh oui, il était déjà là, puisqu'il est drafté l'année d'avant. Ah Il a ouais, marqué il est drafté en 2019 avec 1 point ce soir-là. Et oui, et Dragan Bender en avait mis 4. Ayton 9. Ensuite, il y a un titulaire qui a un prénom composé. Je ne sais même pas comment vous le faire deviner, à part qu'il est aux Grizzlies actuellement et qu'il est passé par les Rockets. C'est un meneur. Un meneur, ouais. Enfin, un guard. Je sais pas. Ward, qui est aux Grizzlies. Son prénom, c'est D'Antoni. Ah, Melton. C'est Melton. bien, t'as quand même le nom de famille. Bien Voilà. joué. Et il a marqué un magnifique 0 points ce jour-là en 22 minutes. Aussi bien que moi, quoi. Ensuite, on continue par un joueur qui a le nom de la balle qu'on utilise en NBA, la marque de la balle en NBA. Ray Spalding. Ray Spalding, oui, qui a joué 13 minutes et qui a marqué lui aussi autant de points que moi ce soir-là, puisqu'il en a marqué 0. Ensuite, on a un joueur qui est actuellement et qui prétend à un beau contrat cet été et qui fait actuellement les beaux jours des Sacramento Kings au poste de pivot. Richon Holmes. Richon Holmes. Et oui, Richon Holmes. Ah, c'est vrai qu'il était On a un shooter qui n'est plus en NBA cette saison, qui était aux Lakers l'an dernier et qui s'était fait couper, qui est un shooter qu'on avait vu surtout du côté des Rockets, où il avait mis pas mal de shoots à 3 points, surtout sur la saison où ils étaient en playoff contre Portland, qui était aux Lakers l'an dernier. Son prénom c'est Troy. Ah, Daniels. Troy Daniels. On a Kobo donc qui a été trouvé. Sur la feuille de match, on a un joueur qui avait mis 50 points contre les Mavs à son dernier match NBA cette saison-là. Et oui, Jamal Crawford qui était sur la feuille de match. Et ensuite, là, le lui, dernier, la pépite, le joueur que je voulais absolument que vous me dites, mais vous n'aurez jamais réussi à le dire. Il a fait ce jour-là un magnifique
1 sur 10 au shoot, 0 sur 5 à 3 points, 2 pertes de balles pour une passe D, 6 points en tout. Ce joueur a pris 10 shoots alors que Devin Booker était incandescent ce jour-là. Il en a mis qu'un seul. Ce joueur est l'un des plus grands busts de l'histoire. Il est blanc, il est petit, il shoot uniquement à 3 points même s'il est nul. Il est très bon en Chine, il s'appelle... Et oui, il était au Suns à ce moment-là. C'est pas là que vous le voyez, mais il était au Suns à ce moment-là. Mais où on le Il a voit? fait les Pelicans, il a fait évidemment les Kings. Ah bah, c'est un mec physique. Forcément, il a fait les Kings, ce mec-là, quoi. Et il a été drafté aux Kings, bah évidemment qu'il a fait les Kings, hein, dédicace à tous les fans des Kings. Franchement, Il est blanc, il shoot à 3 points. En 14 minutes, il a pris 10 shoots alors que Devin Booker était le meilleur joueur de la planète ce soir-là. Un guard, oui, un petit guard, un tout petit comme ça. Tu t'appelles comment? Duncan, tu m'as dit? Non, j'ai pas jamais dit Duncan, il s'appelle pas Duncan Robinson, non, dommage. Putain, attends, Sacramento, c'est quoi l'autre ville que t'as donné? Il a joué quelques matchs aux Pelicans, et je peux essayer de vous trouver les autres équipes, parce que je crois qu'il a fait un contrat de 10 jours au Knicks aussi. Il était sous contrat de 10 jours à cette époque-là, et il a fait... Et bon, En Chine. ESPN ne veut même pas me donner ses anciennes équipes. Chine. Si vous trouvez avec nous, vous pouvez nous insulter. Ouais. Oh, je pense que si vous l'avez trouvé avant eux, je pense qu'il y en a qui l'ont trouvé quand même, parce que tout ce que j'ai dit suffit. On vous invite dans l'émission, hein. Il n'y a aucun souci. Putain, il a été choisi en 10 en 2011. C'était une star à l'université. C'était l'équivalent de Steph Curry avant Steph Curry. Ah, Jimmer Fredette. mais oui, putain, je l'avais au moment où tu l'as dit. Je peux te dire que tu méritais pas de le dire. Voilà. Jimmer Fredette, je l'avais. C'est vrai qu'il avait. Jimmer Fredette avait pris 10 shoots ce soir-là, alors que Devin Booker était le meilleur joueur de la Terre. Mais putain, c'est vrai en plus. Voilà. Et donc pour la petite histoire, ce jour-là, personne n'a réussi à marquer 10 points chez les Suns, sauf Devin Booker qui en a mis 59. Et ce match m'a toujours marqué, sachant qu'en face, Rudy Gobert avait mis 27 points, ce qui était son record à carrière à l'époque, et Donovan Mitchell avait mis seulement 10 points dans une victoire très large, évidemment, du Jazz, où il y avait Rubio, où il y avait Sefolosha, et où il y avait Raul Neto et Kyle Korver. Bon, belle victoire Théo, mais ne pas trouver Jimmer Fredette, c'est honteux de votre part, hein, les gars. Non, mais bien joué, Théo. J'aime après le buzzer. Je vous ai dit que ce serait insoutenable. Ça a été insoutenable. Ouais, c'était dur. La prochaine fois, c'est moi qui m'en occupe, Guillaume. Je vais te mettre dans la liste. T'en as marre de mes matchs sombres. Ah, mais je vais retrouver des Sacramento, New York à l'époque où ça faisait 20 wins à 2. Eh ben, je vais te dire Marcus Thornton et comment il s'appelait, Karl Landry. Tu vas voir. Tu vas voir quand je vais ressortir la saison de Philadelphie à 10 victoires pour 72 défaites, mon pote. À part tu veux que je te nomme comment il s'appelle, Tony Vroten, qui vient d'arriver à Portez. Et oui, on a Tony Vroten en meneur. Let's go. Portez va jouer les playoffs finalement. Voilà, je tenais à le dire. Et il y a Sheck West qui vient de signer à Paris, si vous voulez les grosses actus. Le chanteur de Mobamba qui vient de signer, qui s'était inscrit à la draft, qui n'avait pas été pris à la draft cette année, qui du coup. Le Valois ? Non, à Paris Basket. En Pro B. Ouais, c'est Pro B, ouais. En tout cas, voilà, merci Guillaume pour ce suspense insoutenable. N'hésitez pas. Ne me remerciez pas, les gars. Ne dis pas merci. Tu peux même sur me les dire des réseaux, si vous avez été meilleur que nous, je pense que ça n'a pas compliqué. Pour certains. Merci à toi aussi, Théo, pour cette nouvelle émission. On se retrouve, quant à nous, la semaine prochaine. En tout cas, cette semaine, n'oubliez pas que vendredi, il y aura les équipes qui seront faites pour le All-Star Game, la team Durant et la team LeBron. Voilà pour les grosses actus. Que dimanche soir, le All-Star Game aura lieu à Atlanta à 2h du matin avec les concours à la mi-temps et un petit peu avant aussi. Voilà pour cette semaine NBA. Merci à vous encore une fois. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Et puis, passez une bonne semaine basket. Kiffez bien, faites attention à vous, reposez-vous. Il y aura une petite période tranquille pendant 2-3 jours pendant le All-Star Break. Ça fera du bien, on pourra dormir un petit peu. Voilà pour cette semaine, les gars. Merci beaucoup et à la semaine pro. Ciao. Salut.